dans des temps reculés, si lointains que seules les légendes ancestrales s'en souviennent, existait un royaume mystérieux. À sa tête, une reine qui a su rallier une trentaine de royaumes autour d'elle. Une prêtresse dont même les contrées les plus puissantes respectaient le pouvoir. Son peuple sacré était uni autour de cette matriarche. Et ce royaume mystique aurait été créé par les dieux et protégé par les astres. Cette légende perdue qui continue encore d'alimenter les débats est le mystérieux pays du Yamatai. Explorons ensemble cette vieille mythologie au travers du jeu Yamatai. Ah, la mythologie japonaise. Elle a beau provenir d'un petit pays, elle n'a clairement pas à rougir face aux mythes de nos contrées. Et la légende japonaise la plus vieille de toutes est celle du Yamatai. Une histoire qui est le thème du jeu qui porte le même nom. C'est un jeu dans lequel on retrouve des figures légendaires et importantes du récit national japonais. Yamatai de Bruno Cathala et Marc Paquian est joliment illustré par Jérémy Fleury et est édité par Days of Wonder. Le jeu se joue de 2 à 4 personnes à partir de 13 ans et pour des parties de 40 à 80 minutes. Vous incarnez ici un bâtisseur au service de la reine Himiko, celle qui en unifiant plusieurs îles sous sa coupe créa l'ancêtre du Japon, le Yamatai. Enfin, unifié. Vite fait quand même, parce que les joueurs sont en compétition pour être le bâtisseur favori de la reine, qui est célibataire au passage, clin d'œil, clin d'œil. Votre but en parcourant les îles du Yamatai sera donc d'obtenir plus de points que vos rivaux. Au début de la partie, l'ordre de jeu est tiré au hasard, et si vous êtes 2 joueurs, vous jouerez 2 fois par manche. Le tour d'un joueur est divisé en 5 étapes. Première étape, vous choisissez une tuile parmi les 5 qui sont disponibles. Sur chaque tuile, on trouve 2 informations. Le numéro désigne l'ordre de votre tour pour la prochaine manche. Plus le chiffre est élevé, plus vous interviendrez tard la prochaine fois. Et les autres joueurs pourraient en profiter pour vous devancer. Mais dans l'immédiat, c'est surtout la 2e information qui va décider de l'action de votre tour. À savoir, les flottes que vous pouvez jouer et un pouvoir spécial. Les pouvoirs vous permettent d'influer sur la partie à votre tour de jeu de diverses manières. Par exemple, échanger les positions des bateaux, empêcher de bâtir sur une île, modifier les prochains bâtiments disponibles à la construction. Et les flottes correspondent aux couleurs des bateaux dont vous prenez le contrôle. Et la couleur de vos flottes, c'est pas mal important sous bien des aspects. Voilà pourquoi l'étape 2, qui est facultative, vous permet de faire des échanges. Soit vous vendez un de vos bateaux, soit vous en achetez un. Le prix de chaque bateau est indiqué sur votre aide de jeu, sauf pour les bateaux dorés qui ne se vendent pas et ne s'achètent pas. C'est à l'étape 3 que la couleur de vos flottes révèle toute son importance. Bon ok, pour les premiers bateaux, vous faites un peu ce que vous voulez tant qu'ils partent d'un des 5 points de départ. Mais après, pour continuer une route, vous devrez suivre les règles maritimes du Yamatai. Le premier bateau doit être placé sur un emplacement libre, relié à un bateau de la même couleur. Ensuite, vous pouvez placer les couleurs que vous voulez pour les bateaux suivants. Les pions bateaux que vous posez vous donnent accès aux îles adjacentes. Et dès lors, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de défricher ces îles pour récupérer leurs jetons, ou bien sinon, si vous remplissez les conditions indiquées sur la tuile, c'est-à-dire trouver les flottes qui sont demandées pour le bâtiment voulu, vous pouvez construire un bâtiment sur une île déjà défrichée. Donc oui, les couleurs des bateaux, c'est très important. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque manche, 5 bâtiments sont disponibles à la construction. Donc, à l'étape 1, pensez à consulter ce que vous pensez pouvoir construire en fonction des flottes que vous pensez pouvoir poser. Les bâtiments vous feront gagner des points en fin de partie, et en fonction de leur emplacement, ils vous apportent des points prestige. A noter que les échoppes vous apportent aussi de l'argent, et en plus si vous arrivez à créer des groupements d'îles voisines avec, votre chiffre d'affaires est le même que le nombre d'îles de ce groupement. Quand vous avez construit, pensez à conserver les tuiles de chaque bâtiment que vous avez placé. Arrivé à l'étape 4, vous aurez peut-être encore des bateaux en main, et vous allez devoir les ranger au port. Mais vous n'avez qu'un seul emplacement parce que c'est un tout petit port. Si vous avez plus qu'un bateau, choisissez-en un que vous gardez
et les autres sont mis de côté à tout jamais dans les limbes des bateaux disparus. Juste ici, dans la tristesse. Évitez quand même d'en avoir parce qu'une paire de bateaux défaussés, c'est un point de malus en fin de partie. Enfin, l'étape 5 est une phase qui vous permet d'utiliser les jetons acquis lors des défrichements des îles. Ils vous permettent de recruter des personnages spécialistes qui vous accordent non seulement des points, mais aussi des pouvoirs spéciaux qui vous donnent certains avantages. Doublez vos points prestige, échangez des bateaux dorés contre la couleur de votre choix, avoir 2 emplacements au port. Et pour les convaincre de vous prêter main forte, il vous en coûtera une paire de jetons identiques ou 3 jetons différents. Et quand tout le monde a joué son tour, on détermine l'ordre des joueurs pour la prochaine manche en fonction de la tuile que chacun a choisie à l'étape 1. On rend ensuite disponibles les prochaines tuiles jusqu'à 5 tuiles pour les tuiles flottes, bâtiments et spécialistes. Et on est reparti pour un tour. La partie est finie si un joueur place le dernier bâtiment de sa couleur, s'il n'y a plus de bateau d'une des couleurs, si on ne peut plus mettre 5 tuiles spécialistes à disposition, ou si on ne peut plus mettre 5 tuiles bâtiments à disposition. Et pour savoir qui est le chouchou de la reine, vous allez compter les points. On commence par compter l'argent. Oui, bon, on va pas faire semblant, c'est un point important. Comptez un point par lot de 5 pièces. Ensuite, les pions prestige valent 1 point chacun. On continue avec les bâtiments. Additionnez les points indiqués sur les tuiles. On passe ensuite aux points indiqués sur les tuiles spécialistes. Et finalement, pour les malus, on retire 1 point par paire de bateaux défaussés et également 1 point en moins si vous avez réservé un bâtiment avec un pouvoir spécial mais que vous ne l'avez pas construit. Et voilà, celui qui a gagné le plus de points aura... je sais pas, un bisou de la reine. Dans ce jeu, se reposer sur les autres pour avancer, c'est pas une mauvaise idée. Mais il faut pas non plus penser que vous pourrez avancer sans rien faire. J'irais même jusqu'à dire que dans ce jeu, c'est pas en se la jouant perso que vous allez unifier le Japon. Enfin, le Yamatai, excusez-moi. Bah oui, parce qu'à la base, le Yamatai, c'est quoi si ce n'est histoire de la première fois que le Japon est unifié? En fait, on retrouve plusieurs noms associés à ce royaume. Le royaume d'Ewa, le Yamadai ou encore le pays du Yamato. Mais ce qui est récurrent, c'est que c'est un pays dont la capitale est grandiose et que l'on y croise différents peuples venus des différentes îles qui composent cet archipel. À sa tête, la grande reine et prêtresse Himiko. Certaines légendes lui attribuent même des pouvoirs magiques. Et en même temps, sommes-nous vraiment surpris puisque ce pays a carrément été créé par les dieux primordiaux, Izanagi et Izanami, tous deux parents de Tsukuyomi, dieu de la lune, Susanoo, dieu des tempêtes et de la fertilité, et Amaterasu, déesse du soleil. Cette dernière étant l'ancêtre de tous les empereurs du Japon, qui sont rien de moins que les descendants des dieux. Ouais, bon. Vous y croyez, vous, à tout ça? Bon, si on prenait un peu de recul, d'où ça vient cette histoire de Yamatai? Eh bah, à la base de la Chine des Wei, sous le nom de Yematai. Ben ouais, la plus vieille légende du Japon a été écrite par les Chinois au IIIe siècle dans les chroniques des Trois Royaumes. Le royaume y est décrit comme étant un archipel composé de 2 îles et serait peuplé par les Wa, c'est-à-dire les nains. Alors attention, on n'a pas retrouvé de squelette qui démontrait qu'ils étaient particulièrement petits pour l'époque, ni pour la région, donc c'est probablement juste la manière qu'avait la Chine pour être bien méprisante. Ah, c'est sympa les relations diplomatiques. Bref, malgré cela, le royaume arrive quand même à être copain avec les Chinois en leur envoyant des cadeaux. Et en retour, la Chine leur envoie 3 soieries bleues richement décorées, 5 élégantes tapisseries, 50 longueurs de soie blanche, 40 grammes d'or pur, 2 épées de 5 pieds de long, 100 miroirs en bronze, une boîte de raviolis et 30 grammes de bijoux de jade et de perles rouges. Mais vous savez quoi, tout ça n'a finalement aucune importance parce que le vrai cadeau, c'est ça. Le sceau en or qui ne peut être délivré que par la Chine. Ce sceau, c'est la preuve que son détenteur est à la tête d'un royaume qui a l'immense honneur d'être reconnu par la Chine.
Parce que bon, la Chine était si puissante que c'était elle qui avait l'autorité pour dire que si t'étais un vrai pays ou si tu l'étais pas. Ouais. En l'occurrence, la personne qui avait reçu ce sceau aurait été une certaine Himiko, une reine prêtresse qui ne se serait jamais mariée et qui aurait désigné sa nièce comme héritière. Certains pensent même que parmi les fameuses tombes de l'ère Kofun se trouverait le tombeau de cette fameuse reine. C'est tellement cool comme histoire que je serais tentée d'y croire, mais restons critiques. Le Japon unifié, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant la lignée des Tokugawa. Et même les traces d'un État-nation ne semblent pas vraiment se retrouver dans les fouilles de l'ère Kofun ou même Yayoi. Alors oui, l'idée que Himiko régnait sur le peuple du Yamatai comme unique reine, juste parce que bon, voilà quoi, c'est les Chinois qui l'ont dit, et bah ça se discute. D'autant plus que cette histoire diffère un peu de celle qui est décrite dans le deuxième livre qui parle du Yamatai, le Kojiki, que vous retrouverez sans doute plutôt sous la forme de sa réécriture, le Nihon Shoki. La différence avec l'écrit précédent, c'est que là on se focalise complètement sur le Japon. On y explique comment Izanagi et Izanami, les dieux primordiaux, ont créé 8 îles, dont l'une est le Yamato. Ah bah oui, tout de suite, le Yamato c'est plus un archipel, et on contredit les autres sources. Ah et d'ailleurs, Himiko, vous pouvez l'oublier. Le premier à régner sur le Japon d'après le Nihon Shoki, c'est l'empereur Jinmu. Bah oui, ils vont pas laisser les Chinois dire qui est-ce qui a régné sur leur pays quand même. Et puis, on n'a qu'à dire en plus que c'était un descendant et d'Amaterasu et de Susanoo, parce que, si c'est le premier gars qui règne sur le pays, il doit au minimum être descendant des dieux. Bon, bien évidemment, vous n'y croyez pas non plus à tout ça. Bon, si on prenait aussi un peu de recul sur le Nihon Shoki. Parce que oui, indéniablement, c'est un écrit d'une importance capitale pour l'histoire du Japon. D'une part, parce que c'est plus ou moins le premier livre d'histoire du Japon, et aussi parce qu'il inclut dedans une réécriture du Kojiki, un livre qui décrit la création du Japon. Sauf que bon, ce livre, il a été utilisé à plusieurs reprises, à des fins politiques, tantôt pour marquer l'émancipation culturelle du pays vis-à-vis de la Chine, tantôt pour mettre en avant certaines valeurs japonaises et une vision spécifique du Japon, et tantôt pour légitimer le pouvoir impérial, par exemple durant la restauration Kemmu, qui a remis un empereur à la tête du pays après des années de gouvernement shogunal. À retenir que c'est aussi un écrit qui répond à un besoin important, celui de donner des origines pour les fondements d'une nation. Je sais que je l'ai déjà dit, mais l'unification du pays sous la coupe d'un dirigeant, c'était un enjeu qui a fait couler beaucoup de sang pendant des siècles. Alors oui, c'était un mythe important. Donc, le Nihon Shoki, une source historique majeure, oui, mais mieux vaut comprendre dans quel cadre cet outil intervient pour le décrypter. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus vraiment un regard politique qu'on pose sur le Nihon Shoki, parce qu'en vrai, son héritage, il est plutôt religieux. Ces histoires de Yamatai, elles n'ont pas seulement laissé derrière elles que des vieux livres, mais bien la religion japonaise par excellence, le Shinto. Et oui, parce que désormais, vous le savez, le Yamatai, il joue à la fois un rôle historique et un rôle mythologique. Mais comme pas mal d'aspects de l'identité du Japon, il s'inscrit dans un récit pluriel et pas juste l'histoire racontée par un tel ou un tel. Et ça s'applique entre autres à l'héritage religieux, culinaire, industriel et économique du Japon. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de mon enquête sur cette civilisation mystérieuse. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut faire 1000 interprétations. Mais le Yamatai, au fond, on ne sait pas grand-chose dessus, si ce n'est qu'il y a peu d'informations et qu'elles vont pas toutes dans le même sens. Et donc vous pouvez librement laisser votre imagination fantasmer ce qu'était ce pays mystérieux en naviguant dans l'archipel de Yamatai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En ce moment, c'est un petit peu difficile de faire des sorties régulières de vidéos. Et du coup, je voulais remercier les personnes qui sont encore fidèles à la chaîne. Parce que je sais que je tarde un petit peu sur les sorties de vidéos. Et du coup, il y a des fois, je suis vraiment surprise de voir qu'il y a des gens qui découvrent encore ce que je fais. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et sur ce, je vous dis tchuss!